J'ai vécu la majeure partie de ma vie en croyant connaître l'homme avec qui j'ai été mariée pendant près de 4 décennies. Armand Vaumorin était discret, respecté, prévisible. Il n'a jamais élevé la voix. Il n'a jamais trop expliqué. Il n'a jamais tout raconté. Quand il est mort de façon soudaine, j'ai pensé que le deuil serait le pire châtiment que la vie pouvait encore m'infliger. Je me trompais complètement. Lors de l'inventaire, j'ai découvert quelque chose qu'il n'avait jamais mentionné. Une vieille maison qui m'appartenait désormais, située dans une petite commune oubliée, appelée Montferrand-le-Vieux, près de la frontière suisse. Une propriété en pierre, isolée, sans voisins proches, qui n'existait ni dans nos conversations, ni dans nos souvenirs. Quand l'avocate m'a remis les clés, j'ai ressenti un frisson que je n'ai pas pu expliquer. Quelque chose dans cet héritage silencieux me disait que je ne devrais pas y aller. Mais j'y suis allée. Je m'appelle Solène Vaumorin. Je vis à Besançon, dans l'est de la France, depuis plus longtemps que je ne peux m'en souvenir. J'ai été mariée à Armand pendant 38 ans. J'ai élevé nos 2 enfants dans une maison tranquille, avec un jardin de rosiers. J'ai travaillé comme institutrice jusqu'à ma retraite, et j'ai toujours cru que ma vie était exactement ce qu'elle semblait être, ordinaire, sûre, prévisible. Je n'ai jamais imaginé que tout ce que je connaissais de mon mari n'était que la surface d'un abîme qu'il avait creusé seul, en silence, pendant des décennies. Armand est mort un dimanche de mars d'un infarctus foudroyant pendant qu'il arrosait les rosiers. Il n'y a même pas eu le temps pour des adieux. La douleur a été brutale, mais supportable, parce que j'étais certaine d'une chose. Je connaissais cet homme. Je savais qui il était, ce qu'il valorisait, comment il avait vécu. Durant les semaines suivant les funérailles, j'ai organisé des papiers, reçu des condoléances, rangé des tiroirs remplis de vieux documents et de photos de famille. Tout semblait s'emboîter parfaitement dans le récit que j'avais toujours connu, jusqu'à ce que l'avocate m'appelle. 3 semaines après l'enterrement, elle m'a informé d'un bien immobilier enregistré au nom d'Armand, jamais déclaré, jamais mentionné. Une vieille maison héritée d'un oncle éloigné, située dans une commune si petite qu'elle n'apparaissait même pas sur les cartes touristiques. J'étais stupéfaite. J'ai demandé si elle était sûre. Elle a confirmé, m'a envoyé les documents, l'adresse complète, et m'a dit que la propriété était vide depuis des années, mais maintenue en bon état grâce à des paiements automatiques provenant d'un compte bancaire que j'ignorais également. Armand avait une vie financière parallèle, modeste mais réelle, et je n'en avais jamais rien su. J'ai décidé d'y aller un matin d'avril, seule. Je n'ai rien dit à mes enfants, je n'ai parlé à personne. J'ai pris la voiture et j'ai roulé pendant près de 2 heures jusqu'à Montferrand-le-Vieux, une commune minuscule coincée entre des collines couvertes de forêts denses et des champs abandonnés. Le chemin de terre menant à la maison était étroit, plein de nids de poules, bordé d'arbres anciens formant un tunnel sombre. Quand j'ai finalement aperçu la construction, mon cœur s'est accéléré. C'était une maison en pierre grise, 2 étages, de petites fenêtres avec des volets en bois fermé, un toit d'ardoise noirci par le temps. Elle semblait sortir d'un autre siècle. Elle semblait être un endroit qui gardait des secrets. Je me suis garée devant le portail en fer rouillé et je suis descendue de la voiture. Le silence était absolu. Ni oiseau, ni vent, ni le bruit lointain d'une route. Juste ce silence lourd qui semble engloutir jusqu'aux pensées elles-mêmes. J'ai ouvert le portail avec difficulté, traversé le petit jardin couvert de mauvaises herbes et monté les 3 marches en pierre jusqu'à la porte principale. Mes mains tremblaient quand j'ai inséré la clé dans la serrure. Je l'ai tournée. La porte a cédé avec un grincement long et aigu qui a résonné dans l'intérieur vide. Je suis entrée. L'odeur de moisi et de vieux bois m'a frappée immédiatement. La lumière qui entrait par les fentes des volets était faible, mais suffisante pour révéler un hall d'entrée étroit, un sol en planches usées, des murs de pierre nus. Tout semblait intact, comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur depuis des décennies. J'ai avancé lentement, mes pas résonnant dans le silence. À ma droite, un salon avec des meubles recouverts de draps blancs poussiéreux. À gauche, une cuisine ancienne avec un poêle à bois et des étagères vides. Et devant moi, un long couloir étroit, mal éclairé, qui s'étendait jusqu'au fond de la maison. C'est quand j'ai regardé les murs de ce couloir que mon sang s'est glacé. Des photographies,
des dizaines, puis des centaines, couvrant complètement les deux murs, du sol au plafond, dans une exposition obsessionnelle et méticuleuse. C'étaient de vieilles photos, certaines en noir et blanc, d'autres décolorées par le temps, encadrées simplement ou juste fixées avec des punaises rouillées, des visages de femmes, d'enfants, de jeunes hommes, de personnes âgées, des gens que je n'avais jamais vus de ma vie. Et sur chaque photographie, au dos ou dans la marge, il y avait des annotations faites à la main, avec l'écriture reconnaissable d'Armand. Des dates, des noms, des villes barrées au stylo bleu. Dole, Colmar, Annecy, Dijon, Mulhouse, Besançon. J'ai marché dans le couloir comme si j'étais en transe. Mes yeux parcouraient ces visages, essayant de comprendre ce qu'ils signifiaient, pourquoi ils étaient là, ce que mon mari avait à voir avec ces personnes. Certaines photographies montraient des enfants souriants, d'autres des femmes sérieuses regardant directement l'objectif, d'autres des hommes en uniforme militaire ou en vêtements de travail. Il n'y avait pas de schéma clair, sauf un détail que j'ai commencé à remarquer au fur et à mesure que j'avançais. Beaucoup de ces photos portaient de petites étiquettes collées en dessous, avec des mots écrits en vieux français. Disparu, 1978. Non localisé, 1982. Présumé mort, 1985. Mon estomac s'est retourné. Ces personnes avaient quelque chose en commun. Toutes avaient officiellement disparu entre les années 1970 et 1990. Certaines étaient considérées comme fugitives, d'autres comme mortes. Certaines simplement jamais revues. Et mon mari avait conservé des registres de toutes, dans cette maison cachée, pendant des décennies, sans jamais dire un mot. J'ai continué à marcher, incapable de m'arrêter, hypnotisé par cette archive macabre. Au bout du couloir, il y avait une dernière photographie, plus grande que les autres, encadrée sous verre et accrochée au mur à côté d'une porte fermée. Je me suis approché lentement, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai regardé l'image, et tout autour de moi a semblé s'effondrer. C'était Armand, beaucoup plus jeune, peut-être 25 ou 30 ans, vêtu d'un manteau sombre et d'une chemise blanche, les cheveux peignés en arrière comme il les portait sur les vieilles photos que je connaissais. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, il y avait une belle femme aux cheveux sombres et aux yeux profonds, tenant un bébé enveloppé dans une couverture blanche. Armand souriait. Il souriait d'une manière que je n'avais jamais vue en 40 ans de mariage. Il souriait comme quelqu'un qui était heureux, complet, vivant la vie qu'il voulait vraiment vivre. J'ai retourné le cadre avec des mains tremblantes et j'ai lu le verso. Il y avait une phrase écrite à la main, avec la même écriture que je connaissais si bien, mais avec une intensité qui m'a coupé comme une lame. Ils ne pourront jamais savoir qui j'ai vraiment été. Je me suis assise par terre. Je n'arrivais pas à respirer correctement. Mon esprit était dans un tourbillon de questions sans réponse. Qui était cette femme? À qui appartenait ce bébé? Pourquoi Armand avait-il gardé cette photographie ici, cachée, avec des centaines de visages de personnes disparues? Qu'avait-il fait? Qui était-il vraiment? À ce moment-là, j'ai compris pourquoi mon mari avait toujours évité de parler du passé. Pourquoi il n'avait jamais aimé les photos à la maison. Pourquoi il refusait de visiter certaines villes de l'Est de la France. Pourquoi il se réveillait en criant la nuit avec des cauchemars qu'il n'a jamais voulu décrire. La maison n'était pas un bien immobilier. C'était une archive, un mausolée de secrets. La preuve que l'homme que j'avais aimé avait vécu une vie entière parallèle, liée à quelque chose qui n'aurait jamais dû faire surface. Je me suis levée lentement, j'ai essuyé les larmes qui coulaient sans contrôle et j'ai regardé cette porte fermée à côté de la photographie. Il y avait quelque chose de plus là-dedans. Je le savais. Je pouvais le sentir. Et malgré la peur, malgré la nausée, malgré l'envie de sortir en courant de cette maison et de ne jamais revenir, je devais savoir la vérité. Je devais comprendre qui avait été Armand Vaumorin avant d'être mon mari. Si vous écoutez cette histoire et ressentez ce que j'ai ressenti dans ce couloir, si votre cœur s'accélère et que vous devez savoir ce qui s'est passé ensuite, mettez un like à cette vidéo. Commentez d'où vous m'écoutez en ce moment. Et abonnez-vous à la chaîne, parce que ce que j'ai découvert de l'autre côté de cette porte a changé tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la vérité et les secrets que nous portons en silence.
J'ai ouvert la porte. De l'autre côté, il y avait un petit bureau. Une table en bois sombre, une chaise, des étagères remplies de dossiers organisés par année, des boîtes empilées avec des étiquettes écrites à la main. Tout méticuleusement catalogué. Je me suis approché de la table. Dessus, il y avait un cahier à couverture noire, épais, usé par l'usage. Je l'ai ouvert à la première page et j'ai immédiatement reconnu l'écriture d'Armand. C'était un journal, ou quelque chose d'approchant. Mais ce n'étaient pas des souvenirs personnels, c'étaient des registres, des noms, des dates, des adresses, des descriptions détaillées de personnes. Et en haut de la première page, une phrase qui m'a fait trembler. Dossier de recherche et réconciliation, projet initié en 1973. J'ai feuilleté les pages rapidement. Chaque entrée concernait une personne différente. Des enfants séparés de leur famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Des femmes qui avaient fui des mariages arrangés et n'avaient plus jamais été retrouvées. Des hommes qui avaient disparu après la guerre et dont les familles n'avaient jamais su s'ils étaient vivants ou morts. Armand avait passé des décennies à traquer ces personnes, à chercher des indices, à essayer de reconnecter des familles brisées par le temps et par l'histoire. Mais pourquoi? Pourquoi faisait-il cela en secret? Pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? J'ai continué à lire, et puis, dans une entrée datée de 1975, j'ai trouvé la réponse. Marie-Claire Dubois, 28 ans, disparue de Besançon en juin 1944, vue pour la dernière fois emmenée par des soldats allemands. La famille n'a jamais su son destin. Après des mois d'enquête, je l'ai localisée vivante à Genève, mariée, avec un fils. Elle a demandé à ne pas être contactée par sa famille. Elle a dit qu'elle ne voulait pas revivre le passé. Je respecte sa décision. Mais je garde le registre, au cas où un jour elle changerait d'avis. Marie-Claire, la femme de la photographie, la femme à côté d'Armand, tenant le bébé. Mon cœur s'est emballé. J'ai tourné d'autres pages, et j'ai trouvé une autre entrée, des années plus tard, en 1982. Marie-Claire est décédée. Cancer, Genève. Son fils, Jean-Luc, est resté orphelin. Il ne sait pas qui est sa famille biologique française. Il ne sait pas qu'il a encore des parents vivants à Besançon. J'ai décidé de ne rien révéler. Elle ne voulait pas qu'il sache. Je vais respecter jusqu'au bout. J'ai fermé le cahier. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine le tenir. Armand n'était pas un criminel. Il n'était pas un homme dangereux. C'était quelqu'un qui avait consacré des décennies de sa vie à chercher des personnes perdues, à essayer de guérir des blessures laissées par la guerre, par la violence, par la séparation. Mais il faisait cela seul, en silence, sans jamais chercher de reconnaissance, sans jamais en parler à personne, pas même à moi, sa femme. Pourquoi? La réponse se trouvait à la dernière page du cahier. Une entrée sans date, écrite d'une main tremblante, probablement peu avant sa mort. Je n'ai jamais rien dit à Solène parce que j'avais peur. Peur qu'elle me voie différemment. Peur qu'elle me demande pourquoi je me souciais tant d'étrangers et si peu de ma propre famille. Peur qu'elle découvre la vérité. Que j'ai fait cela parce que j'ai aussi été un enfant perdu. J'ai été séparé de ma mère pendant la guerre. Je ne l'ai jamais revue. J'ai passé ma vie entière à la chercher dans chaque visage que j'essayais de reconnecter. Et je ne l'ai jamais trouvée. Cette maison garde les fantômes que je n'ai pas pu sauver, et le fantôme que je n'ai jamais cessé d'être. Les larmes ont coulé librement sur mon visage. Je ne savais pas. Je n'ai jamais su. Armand avait porté cette douleur seul toute sa vie. Et au lieu de se laisser consumer par elle, il l'avait transformée en quelque chose qui pouvait aider les autres. Mais en faisant cela, il s'était éloigné de moi, de nos enfants, de la vie qu'il aurait pu vivre avec nous. Je suis sortie de cette maison ce jour-là sans savoir quoi faire. Je suis rentrée à Besançon en silence, conduisant sur les routes étroites pendant que le soleil se couchait derrière les montagnes. Je n'ai rien dit à mes enfants. Je n'ai parlé à personne. J'ai gardé ce secret comme Armand en avait gardé tant d'autres. Mais quelque chose en moi a changé. J'ai commencé à voir mon mari d'une autre manière. Pas comme l'homme silencieux et distant que j'avais connu, mais comme quelqu'un qui avait porté un poids invisible toute sa vie, et qui, malgré tout, avait choisi de faire le bien, même si personne ne le savait.
Je suis retournée à Montferrand-le-Vieux 3 jours plus tard. Je ne pouvais pas rester loin. Cette maison, ce couloir, ces visages sur les murs, tout cela m'appelait comme une énigme que je devais résoudre. Armand avait passé des décennies à chercher des réponses pour des étrangers. Je devais au moins comprendre pourquoi il l'avait fait, pourquoi il m'avait caché cette partie si essentielle de lui-même. La nuit précédant mon retour, je n'ai pratiquement pas dormi. Je me tournais et me retournais dans le lit que nous avions partagé pendant près de 40 ans, me demandant combien de nuits Armand avait passé éveillé à côté de moi, portant ce poids en silence. Cette fois, j'ai apporté une lampe torche, un carnet, un appareil photo et des provisions pour toute la journée. Je savais que ce ne serait pas une visite rapide. J'avais besoin de temps, d'espace mental pour absorber ce que j'allais découvrir. La route jusqu'à la commune m'a semblé différente cette fois. Les arbres qui formaient ce tunnel sombre au-dessus du chemin de terre ne me paraissaient plus menaçants, mais protecteurs, comme s'ils gardaient jalousement les secrets d'Armand depuis toutes ces années. Quand je suis arrivée, j'ai remarqué des détails que j'avais manqués lors de ma première visite. Le jardin négligé contenait des rosiers sauvages, les mêmes que ceux qu'Armand cultivait avec tant de soin dans notre jardin à Besançon. Les volets en bois, bien que fermés et vieillis, portaient encore des traces d'une peinture bleu ciel qui avait dû être appliquée avec amour il y a longtemps. Cette maison n'était pas juste un dépôt d'archives. Elle avait été, à un moment donné, un lieu vivant pour quelqu'un. J'ai ouvert la porte avec plus d'assurance cette fois, respiré profondément et me suis dirigée directement vers le petit bureau au bout du couloir. J'ai passé les premières heures dans ce bureau, lisant méticuleusement les dossiers qu'Armand avait conservés avec une précision presque obsessionnelle. Chaque chemise contenait une histoire différente, un univers de douleur et d'espoir compressé dans quelques pages jaunies. Chaque nom représentait une vie brisée, une famille déchirée, une disparition inexpliquée. Et Armand les avait toutes documentées avec un soin qui témoignait d'un respect profond pour chaque personne qu'il cherchait. Il y avait des lettres qu'il avait écrites à des mairies dispersées dans toute la France de l'Est, à des archives départementales, à des églises, même à des associations de survivants de la guerre. Des réponses qu'il avait reçues, parfois encourageantes avec de petites pistes à suivre, souvent décevantes avec leurs formules administratives froides et leurs impasses bureaucratiques. Des photos qu'il avait collectées au fil des années, certaines envoyées par des familles désespérées, d'autres trouvées dans des archives publiques, des certificats de décès, des actes de naissance, des registres de baptême, des témoignages écrits à la main par des personnes âgées qui se souvenaient de quelque chose, de quelqu'un, d'un détail qui pourrait aider à reconstituer le puzzle d'une vie disparue. Ce qui m'a frappé le plus, c'est la tendresse avec laquelle il avait traité chaque cas. Il ne s'agissait pas seulement de collecter des informations de manière froide et détachée. Il s'agissait de rendre leur dignité à ces personnes disparues, de leur redonner une existence, même si c'était seulement sur papier, même si personne d'autre ne le saurait jamais. Dans certains dossiers, Armand avait écrit des notes personnelles dans les marges, des observations sur les traits de caractère qu'il pouvait déduire des témoignages, des réflexions sur les circonstances qui avaient pu conduire à leur disparition, des prières silencieuses pour que ces âmes perdues aient trouvé la paix quelque part. Dans l'une des chemises, datée de 1981, j'ai trouvé une lettre qu'Armand avait écrite, mais jamais envoyée. Elle était adressée à une femme nommée Simone Leclerc, de Dijon. L'enveloppe était là, timbrée, avec l'adresse soigneusement écrite, mais quelque chose l'avait retenue de la postère. La lettre disait « Madame Leclerc, je ne sais pas si cette lettre vous parviendra un jour, ni même si vous êtes encore en vie après toutes ces années. Mais je voulais que vous sachiez que votre sœur, Hélène, n'a jamais cessé de penser à vous. Elle parlait de vous jusqu'à son dernier souffle. Elle est décédée en 1979. Mais avant de mourir, dans ses derniers moments de lucidité, elle m'a demandé de vous retrouver. Elle voulait que vous sachiez qu'elle vous avait pardonné pour ce qui s'était passé entre vous, qu'elle vous aimait malgré tout, qu'elle comprenait pourquoi vous étiez parti et qu'elle ne vous en voulait pas. Je n'ai jamais réussi à vous localiser malgré des mois de recherches intensives, mais je garde cette lettre ici, précieusement, au cas où un jour quelqu'un la trouve et vous la transmette, au cas où le destin décide que ces mots
doivent vous parvenir. Hélène méritait que vous le sachiez. Vous méritiez de savoir qu'elle vous a aimé jusqu'à la fin. J'ai pleuré en lisant ces mots, mes larmes tachant le papier jauni. Mon mari, cet homme que j'avais cru froid et distant pendant tant d'années, avait un cœur immense, capable d'une compassion que je n'avais jamais vraiment comprise. Il portait les douleurs des autres comme si c'étaient les siennes. Il s'investissait émotionnellement dans chaque cas, dans chaque histoire, dans chaque vie brisée qu'il essayait de réparer. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que chaque personne qu'il cherchait représentait la mère qu'il n'avait jamais retrouvée, le lien familial qu'il n'avait jamais pu restaurer. En fouillant plus profondément dans les archives, méthodiquement, dossier après dossier, j'ai découvert un carton étiqueté « Personnel, ne pas ouvrir ». Mon cœur s'est serré. Cette étiquette, écrite de la main d'Armand, était un avertissement clair. Mais j'étais déjà trop engagé dans cette quête de vérité pour reculer maintenant. J'ai hésité pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir, ma main posée sur le couvercle poussiéreux, me demandant si certains secrets ne devaient pas rester enterrés. Mais je devais savoir. J'avais besoin de comprendre l'homme que j'avais aimé dans sa totalité, avec toutes ses blessures et tous ses secrets. À l'intérieur, il y avait des documents concernant Armand lui-même, des fragments de son passé qu'il n'avait jamais partagés avec moi. Son acte de naissance, daté du 12 mars 1938, à Belfort, une ville industrielle de l'Est de la France. Un certificat d'abandon, signé le 18 juillet 1943, lorsqu'il avait tout juste 5 ans, un document administratif froid qui résumait en quelques lignes la destruction d'une enfance. Des registres d'orphelinat provenant de 3 institutions différentes où il avait été placé entre 1943 et 1952. Des lettres qu'il avait écrites à différentes institutions après la guerre, dès l'âge de 14 ans, cherchant inlassablement des informations sur sa mère, Marguerite Vaumorin, ouvrière textile, disparue en juillet 1943 dans des circonstances mystérieuses. Il n'y avait aucune réponse satisfaisante dans ces dossiers. Juste des confirmations bureaucratiques qu'elle avait été vue pour la dernière fois le 15 juillet 1943 à la sortie de l'usine textile où elle travaillait, puis plus rien. Aucune trace officielle. Aucun corps retrouvé. Aucune explication. Comme si elle s'était tout simplement évaporée de la surface de la Terre. Les autorités de l'époque avaient classé l'affaire, supposant qu'elle avait peut-être fui, peut-être été victime des rafles, peut-être tout simplement abandonné son fils pour recommencer une vie ailleurs. Mais rien n'avait jamais été prouvé. Armand avait continué à chercher pendant des années. Les lettres qu'il avait écrites dans sa jeunesse, conservées dans ce carton, montraient une évolution déchirante. Au début, à 14 ans, ces lettres étaient pleines d'espoir, presque naïves dans leur conviction qu'il suffirait de poser les bonnes questions aux bonnes personnes pour retrouver sa mère. À 16 ans, le ton changeait, devenant plus désespéré, plus insistant. À 18 ans, il y avait une résignation douloureuse dans ses mots, mais toujours cette détermination farouche de ne pas abandonner complètement. Et puis, vers la vingtaine, les lettres devenaient plus espacées, plus techniques, moins émotionnelles, comme s'il avait appris à protéger son cœur en transformant sa quête personnelle en une méthodologie presque scientifique. Armand avait passé sa vie entière à chercher sa mère à travers les autres. Chaque personne disparue qu'il aidait à retrouver était une manière de continuer à chercher Marguerite, de garder vivante la possibilité qu'elle aussi puisse être retrouvée un jour, quelque part. Mais ce qui m'a le plus bouleversée, ce qui a fait s'effondrer le dernier mur de compréhension entre l'homme que je croyais connaître et celui qu'il avait vraiment été, c'est ce que j'ai trouvé tout au fond du carton. Une petite enveloppe jaunie par le temps, cachetée avec de la cire rouge qui s'était fissurée avec les années, avec mon nom écrit dessus en lettres tremblantes, presque illisibles tant la main qui les avait tracées était instable. Pour Solène si un jour elle trouve cet endroit. J'ai tenu cette enveloppe dans mes mains pendant plusieurs minutes, incapable de l'ouvrir immédiatement. Je savais que ce qu'elle contenait allait changer quelque chose en moi, allait transformer définitivement ma compréhension d'Armand et de notre mariage. J'ai fermé les yeux, respiré profondément, et finalement rompu le seau de cire. À l'intérieur, il y avait une lettre pliée avec soin. Une seule page,
écrite à la main, avec cette écriture que je connaissais si bien, datée du 8 janvier de l'année de sa mort, 2 mois avant qu'il ne s'effondre dans notre jardin. Ma chère Solène, si tu lis ces mots, c'est que je suis partie et que tu as découvert cette maison. Je suis profondément désolée. Désolée de ne pas avoir eu le courage de t'en parler de mon vivant. Désolée de t'avoir laissé dans l'ignorance de cette partie de moi que je n'ai jamais su comment partager, même après tant d'années ensemble. Cette maison est mon secret le plus profond, mon refuge mental, mon pénitence personnelle. Chaque visage sur ces murs représente une personne que j'ai essayé de sauver, de retrouver, de reconnecter avec ceux qui l'aimaient et qui la cherchaient. Certains, j'ai réussi, et ces moments de retrouvailles ont été les plus beaux de ma vie. D'autres, j'ai échoué, et chaque échec a pesé sur mon cœur comme une pierre supplémentaire. Mais j'ai essayé. J'ai essayé de toutes mes forces parce que je ne voulais pas que d'autres enfants grandissent comme moi, sans savoir d'où ils venaient, sans savoir si quelqu'un les cherchait, sans savoir s'ils avaient été aimés avant d'être perdus. Je ne t'ai jamais dit que j'avais été abandonnée, ou plutôt que j'avais été laissée seule quand ma mère a disparu. Je ne t'ai jamais dit que ma mère avait disparu pendant la guerre et que je ne l'ai jamais revue, que j'ai passé le reste de mon enfance à attendre qu'elle revienne me chercher. Je ne t'ai jamais dit que j'ai passé mon enfance dans des orphelinats glaciales, passant d'une famille d'accueil à une autre, sans jamais vraiment appartenir à personne, sans jamais me sentir chez moi nulle part. Je ne t'ai jamais dit parce que j'avais honte, une honte profonde et irrationnelle. Honte de ne pas avoir été assez important pour qu'elle revienne. Honte de ne pas l'avoir retrouvée malgré toutes mes recherches qui ont duré des décennies. Honte d'être celui qui avait été laissé derrière. Mais avec toi, Solène, j'ai enfin trouvé un foyer. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'appartenir quelque part. Tu m'as donné une famille que je n'aurais jamais cru possible. Tu m'as donné une raison de croire que je pouvais être quelqu'un de bien, quelqu'un de stable, quelqu'un qui méritait d'être aimé malgré toutes ses brisures intérieures. Et je t'ai aimé, plus que tu ne pourras jamais le savoir, plus que je n'ai jamais su l'exprimer. Mais je n'ai jamais su comment te laisser entrer complètement dans ma vie. Comment partager cette douleur sans avoir peur que tu me vois différemment, que tu me trouves moins fort, moins digne de ton amour. Une partie de moi est restée dans ce couloir, avec ses fantômes, cherchant toujours, cherchant ma mère dans chaque visage, cherchant des réponses dans chaque histoire, cherchant la paix dans chaque reconnexion familiale que j'ai pu faciliter. Je te demande pardon du fond de mon cœur. Pardon de ne pas avoir été le mari que tu méritais. Pardon de t'avoir laissé seule émotionnellement si souvent, même quand j'étais physiquement à tes côtés. Pardon de ne pas t'avoir fait confiance avec ma douleur, avec mes peurs, avec la totalité de qui j'étais vraiment. Si tu veux, tu peux détruire tout cela, brûler les dossiers, fermer cette maison définitivement, oublier que cet endroit a jamais existé. Personne ne te jugera. Ou tu peux continuer ce que j'ai commencé. Tu peux aider ces familles à trouver les réponses que je n'ai jamais pu leur donner. Tu peux terminer ce que je n'ai pas eu le temps de finir. Le choix t'appartient entièrement. Je t'aime, Solène. Je t'ai toujours aimé, depuis le premier jour où je t'ai vue, jusqu'au dernier souffle que je prendrai. Armand. J'ai tenu cette lettre contre ma poitrine et j'ai sangloté sans retenue. Pendant des heures, assise sur le sol froid de ce bureau, je me suis effondrée complètement. Seule dans cette maison glaciale, entourée de fantômes et de secrets, j'ai pleuré pour l'homme que j'avais aimé, pour l'enfant brisé qu'il avait été, pour toutes les conversations que nous n'avions jamais eues, pour tous les moments où j'aurais pu être là pour lui si seulement il m'avait laissé entrer. Je ne pleurais pas à cause de ce qu'Armand avait fait. Son travail était noble, beau même. Je pleurais à cause de ce qu'il n'avait jamais pu me dire, à cause de toute cette douleur qu'il avait portée seul pendant des décennies, à cause de toutes les années où nous aurions pu partager ce fardeau ensemble, où j'aurais pu l'aider à porter ce poids, si seulement il avait eu le courage de parler, et si j'avais été assez attentive pour voir au-delà de son silence. Mais je comprenais maintenant. Je comprenais profondément pourquoi il avait gardé le silence. Parce que certaines blessures sont trop profondes pour être facilement mises en mots. Parce que parfois, on a peur que dire la vérité change irrévocablement la façon dont les gens nous voient. Parce que parfois, on préfère porter le poids seul plutôt que de risquer de le partager et d'être rejeté, jugé ou pire, plaint.
Quand je suis rentré à Besançon ce soir-là, conduisant dans l'obscurité avec les phares de ma voiture perçant à peine le brouillard qui s'était levé, j'ai pris une décision. Ce n'était pas une décision impulsive, mais quelque chose qui avait mûri dans mon cœur pendant toutes ces heures passées dans cette maison. Je n'allais pas détruire ce qu'Armand avait construit. Je n'allais pas fermer cette maison et faire comme si rien de tout cela n'avait existé. Je n'allais pas laisser son travail inachevé, son héritage de compassion s'effacer dans l'oubli. J'allais continuer son œuvre. J'allais terminer ce qu'il avait commencé. J'allais honorer sa mémoire de la seule façon qui avait vraiment du sens. Mais d'abord, je devais parler à mes enfants. Je devais leur dire qui leur père avait vraiment été. Pas seulement l'homme distant et silencieux qu'ils avaient connu, celui qui était présent physiquement mais souvent absent émotionnellement, mais l'homme brisé qui avait consacré sa vie à réparer les autres parce qu'il ne savait pas comment se réparer lui-même. Il méritait de connaître la vérité. Il méritait de comprendre pourquoi leur père était comme il était. Et peut-être, ensemble, nous pourrions transformer ce secret douloureux en quelque chose de beau, en quelque chose qui donnerait un sens à toutes ces années de silence. 2 semaines plus tard, j'ai réuni mes 2 enfants, Antoine et Élise, dans le salon de la maison familiale à Besançon. Ces 2 semaines avaient été parmi les plus difficiles de ma vie. Chaque jour, je me réveillais avec le poids de ce secret sur la poitrine, sachant que je devais le partager, mais ne sachant pas exactement comment. Je répétais mentalement ce que j'allais dire, cherchant les mots justes pour expliquer l'inexplicable, pour révéler un homme qu'il croyait connaître mais qu'il n'avait jamais vraiment compris. Ils savaient que j'avais quelque chose d'important à leur dire. Je voyais l'inquiétude dans leurs yeux quand ils sont arrivés. Antoine est entré le premier, avec cette démarche prudente qu'il avait développée depuis l'enfance, toujours sur ses gardes, toujours préparé au pire. Élise l'a suivi, tenant nerveusement son sac à main, ses doigts jouant avec la bandoulière comme elle le faisait toujours quand elle était anxieuse. Il pensait probablement que j'étais malade, que j'avais découvert quelque chose de grave concernant ma santé, ou que les finances familiales étaient en ruine. Ils ne pouvaient absolument pas imaginer ce que j'allais leur révéler. J'ai préparé du café, comme je le faisais toujours, lors de nos réunions familiales. Ce rituel simple m'a donné quelques minutes supplémentaires pour rassembler mon courage. Mes mains tremblaient légèrement en versant le café dans les tasses. Antoine l'a remarqué. Il m'a regardé avec cette expression inquiète qu'il avait héritée d'Armand, ce froncement de sourcils subtil qui trahissait une préoccupation profonde. Nous nous sommes assis dans le salon, dans les mêmes fauteuils où nous nous étions assis des centaines de fois auparavant pour des conversations familiales ordinaires. Mais cette fois, rien n'était ordinaire. J'ai regardé mes enfants, ces adultes magnifiques que j'avais élevés avec Armand, et j'ai commencé à parler. Je leur ai tout raconté, chaque détail. La maison à Montferrand-le-Vieux que j'avais découverte dans l'inventaire. Le voyage que j'avais fait seul, poussé par une curiosité mêlée d'appréhension. Les photographies qui couvraient les murs du couloir, ce corridor hanté par des centaines de visages inconnus. Les dossiers méticuleusement organisés dans ce petit bureau. La lettre d'Armand qui m'était adressée, ces mots qu'il n'avait jamais eu le courage de prononcer de son vivant. Son enfance d'orphelin, ses années terribles passées dans des institutions froides et impersonnelles. Sa mère Marguerite, disparue mystérieusement en pleine guerre, laissant un petit garçon de 5 ans seul au monde. Sa quête silencieuse et obsessionnelle pour aider les autres à retrouver ce qu'il n'avait jamais pu retrouver lui-même. Je n'ai rien omis. Je leur ai montré les copies de documents que j'avais apportés, les photographies que j'avais prises de cette maison étrange. J'ai lu des passages de la lettre d'Armand, ma voix se brisant plusieurs fois tant l'émotion était forte. Je voulais qu'ils comprennent non seulement ce que leur père avait fait, mais pourquoi il l'avait fait, ce qui l'avait poussé à mener cette double vie pendant tant d'années. Antoine, mon fils aîné, est resté complètement silencieux pendant un long moment, après que j'ai fini de parler. Le silence dans le salon était si profond que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale, ce son familier qui maintenant semblait assourdissant. Il regardait fixement par la fenêtre, vers le jardin où Armand était mort, les mâchoires serrées, les poings fermés sur ses genoux. Je pouvais voir les muscles de sa mâchoire se contracter, signe qu'il luttait pour contenir ses émotions. Puis il a parlé,
d'une voix cassée que je ne lui connaissais pas, une voix remplie de douleur et de colère mêlée. Pourquoi il ne nous a jamais rien dit? Pourquoi il nous a laissé croire qu'il n'avait pas de passé, qu'il n'avait pas de famille avant nous, qu'il était juste? Apparu dans le monde comme un homme déjà formé, sans histoire, sans blessure? On aurait pu l'aider, maman. On aurait pu comprendre pourquoi il était comme il était. Pourquoi il ne parlait jamais de son enfance. Pourquoi il se renfermait parfois pendant des jours. Pourquoi il ne venait jamais aux événements de l'école. Pourquoi il semblait toujours ailleurs, même quand il était avec nous. Sa voix s'est élevée légèrement, trahissant une frustration accumulée pendant des années. Combien de fois je me suis demandé si mon père m'aimait vraiment? Combien de fois je me suis senti inadéquat parce qu'il semblait incapable de montrer de l'affection? Et maintenant, j'apprends qu'il consacrait toute son énergie émotionnelle à des étrangers, à des gens qu'il ne connaissait même pas, pendant que nous, sa propre famille, nous attendions juste un peu de son attention. Élise, ma fille, avait les yeux rouges et gonflés de larmes qui coulaient sans interruption depuis que j'avais commencé mon récit. Elle tenait la lettre d'Armand dans ses mains tremblantes, la relisant encore et encore, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait manqué la première fois, un indice supplémentaire qui pourrait donner un sens à tout cela. Ses lèvres bougeaient silencieusement pendant qu'elle lisait, comme si elle essayait de s'approprier les mots de son père, de les faire siens d'une manière ou d'une autre. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, elle a levé les yeux vers moi, son visage ravagé par l'émotion, et a dit doucement, presque dans un murmure, « Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut pas juste laisser tout ça derrière nous, faire comme si on n'avait jamais su. Mais je ne sais pas comment avancer avec cette information. Comment est-ce qu'on honore sa mémoire maintenant qu'on sait tout ça? » C'était la question cruciale, celle à laquelle j'avais réfléchi intensément pendant ces 2 semaines. J'avais passé des nuits blanches à peser les options, à imaginer différents scénarios, à me demander quelle serait la meilleure façon de transformer ce secret douloureux en quelque chose de constructif. Et j'avais ma réponse, une conviction qui s'était solidifiée dans mon cœur au fil des jours. On va continuer son travail, ai-je dit avec une détermination ferme que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. On va terminer ce qu'il a commencé. On va aider ces familles à trouver les réponses qu'elles cherchent depuis des décennies. C'est ce que votre père aurait voulu. C'est la meilleure façon, la seule vraie façon de l'honorer, de donner un sens à tout ce silence, à toutes ces années de secret. Antoine a secoué la tête vigoureusement, son visage exprimant l'incrédulité. « Maman, c'est impossible. Soyons réalistes. Tu as 67 ans. Tu ne peux pas reprendre un projet de cette ampleur toute seule. C'était le travail d'une vie pour papa, des décennies de recherche, d'efforts constants. Et nous, on a nos propres vies, nos propres familles, nos responsabilités professionnelles. Comment on pourrait? » Ensemble, l'ai-je interrompu fermement, ma voix ne laissant aucune place au doute. On va le faire ensemble, pas tous les jours, pas à plein temps. Je ne vous demande pas de sacrifier vos vies, mais régulièrement, avec engagement. On va prendre un dossier à la fois, on va faire des recherches méthodiques, on va contacter les familles avec respect et sensibilité, on va essayer de reconnecter les gens. Votre père a fait ça seul pendant des décennies, dans l'ombre, sans soutien, sans reconnaissance. Nous, on va le faire en famille. Comme on aurait dû le faire depuis le début. Comme il aurait dû nous permettre de le faire. J'ai pris une pause, regardant mes 2 enfants avec toute la conviction que je pouvais rassembler. Écoutez, je comprends votre hésitation, vraiment. C'est accablant, c'est énorme. Mais pensez à ce que ça signifie. Votre père a consacré sa vie à réparer les familles des autres, parce que la sienne avait été détruite. Maintenant, nous avons l'opportunité de transformer son héritage de douleur en quelque chose de beau. De prendre ce secret qui nous a séparés de lui et de le transformer en quelque chose qui nous rapproche les uns des autres. Élise a souri faiblement à travers ses larmes, ce sourire fragile qui apparaît quand l'espoir commence à percer à travers le chagrin. « D'accord, maman. Je suis avec toi. Papa nous a laissé ce cadeau étrange et douloureux. Le moins qu'on puisse faire, c'est de ne pas le gaspiller. » Antoine a hésité beaucoup plus longtemps. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la lutte entre sa colère justifiée envers son père et son désir d'honorer sa mémoire.
Il s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin où les rosiers d'Armand continuaient à fleurir malgré tout. Puis il a hoché la tête lentement, presque imperceptiblement au début, puis avec plus de conviction. « Moi aussi », a-t-il finalement dit, sa voix encore teintée d'émotion, mais aussi d'une résolution nouvelle. « Mais je le fais autant pour nous que pour lui, pour comprendre, pour guérir, pour peut-être enfin connaître l'homme qui était mon père. » Nous avons commencé le mois suivant. Tous les samedis matins, nous nous retrouvions à Montferrand-le-Vieux. C'est devenu notre rituel familial, notre nouvelle tradition. Antoine apportait son ordinateur portable et utilisait ses compétences impressionnantes en recherche généalogique qu'il avait développées comme hobby. Élise, qui travaillait dans l'administration régionale, utilisait ses contacts professionnels pour accéder à des archives publiques normalement difficiles à consulter. Et moi, je lisais minutieusement les dossiers d'Armand, je suivais ses pistes avec soin. Je continuais ses enquêtes exactement là où il les avait laissées, essayant de penser comme lui, de voir ce qu'il avait vu. Le premier cas que nous avons résolu concernait une femme nommée Paulette Moreau, disparue de Mulhouse en 1976 à l'âge de 19 ans. Armand avait des notes détaillées indiquant qu'elle avait probablement fui un mariage forcé organisé par sa famille traditionnaliste et s'était réfugiée quelque part en Alsace pour échapper à cette union qu'elle ne voulait pas. Mais il n'avait jamais réussi à la localiser malgré des années de recherche intermittentes. Antoine a utilisé des bases de données généalogiques en ligne, croisant des informations de différentes sources, et a découvert qu'elle vivait maintenant à Strasbourg, sous son nom de jeune fille, et qu'elle était grand-mère de 3 petits-enfants. Elle avait reconstruit sa vie, était devenue enseignante, s'était mariée par amour à un homme qu'elle avait choisi, et semblait avoir trouvé la paix qu'elle cherchait. J'ai écrit une lettre très soigneuse à Paulette, pesant chaque mot. J'expliquais qui j'étais, qui était Armand, pourquoi nous la cherchions après tant d'années. J'ai joint une copie de la lettre que sa propre mère lui avait écrite en 1977, une lettre qu'Armand avait précieusement conservée dans son dossier, une lettre dans laquelle sa mère lui disait qu'elle lui pardonnait sa fuite, qu'elle l'aimait inconditionnellement, qu'elle voulait juste savoir si elle allait bien, si elle était en sécurité, si elle était heureuse. 2 semaines plus tard, Paulette m'a appelé. Elle pleurait tellement au téléphone qu'elle arrivait à peine à parler, sa voix brisée par des sanglots qui semblaient venir du plus profond de son être. Entre 2 respirations difficiles, elle m'a dit qu'elle avait cru pendant presque 40 ans que sa famille l'avait reniée, qu'elle l'avait maudite, qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Elle avait passé 4 décennies avec ce poids sur le cœur, cette culpabilité écrasante d'avoir abandonné sa famille, cette peur constante qu'il la haïsse. Elle m'a demandé d'une voix tremblante si sa mère était encore en vie. J'ai dû lui dire que non, qu'elle était décédée en 2003 d'une longue maladie, sans jamais avoir cessé de penser à sa fille disparue. Le silence qui a suivi cette révélation était déchirant, mais j'ai aussi pu lui dire quelque chose de réconfortant, qu'elle avait des frères et sœurs qui voulaient désespérément la retrouver, qui avaient cherché pendant des années sans succès, qui seraient absolument heureux de la revoir, de la réintégrer dans la famille. Nous avons organisé une rencontre dans un café tranquille de Strasbourg. J'ai insisté pour être présente, sentant que ma présence pourrait faciliter cette reconnexion délicate. J'étais là quand Paulette a retrouvé son frère cadet, Philippe, maintenant un homme de 60 ans aux cheveux grisonnants, qui avait à peine 10 ans quand elle était partie. Ils se sont regardés pendant un long moment à travers la vitrine du café, sans oser entrer immédiatement, figés par l'émotion et l'incrédulité. Puis Philippe a ouvert la porte et ils se sont avancés l'un vers l'autre avec une hésitation touchante. Ils ne savaient pas quoi dire, comment combler ce gouffre de 40 années. Puis ils se sont effondrés dans les bras l'un de l'autre et ont pleuré. Pleuré pour toutes les années perdues, pour tous les moments manqués, pour tous les anniversaires, les Noëls, les mariages, les naissances, où ils auraient dû être ensemble. Pleurer pour leur mère qui n'avait jamais eu la chance de revoir sa fille. Pleurer pour toute la douleur inutile causée par le silence et l'incompréhension. Et j'ai compris, avec une clarté absolue, pourquoi Armand avait fait ce qu'il avait fait. Parce que ce moment-là, cette reconnexion émotionnelle, cette guérison visible et tangible, valait chaque heure qu'il avait passée à chercher, chaque nuit qu'il avait passée éveillé à fouiller dans des archives,
chaque secret qu'il avait gardé pour protéger son travail. Il avait créé ces moments de grâce pour d'autres parce qu'il n'avait jamais pu en avoir un pour lui-même. Cela faisait presque 1 an que j'avais découvert la maison à Montferrand-le-Vieux. 1 an pendant lequel nous avions résolu 15 cas. 1 an pendant lequel j'avais appris à connaître mon mari d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Mais il restait un mystère que je n'avais pas encore résolu. Le plus important de tous. Marguerite Vaumorin, la mère d'Armand. J'avais relu tous ses dossiers personnels. J'avais suivi toutes les pistes qu'il avait explorées. J'avais contacté les mêmes archives, les mêmes mairies, les mêmes églises. Mais comme lui, je n'avais trouvé aucune réponse définitive. Marguerite avait disparu en juillet 1943, et après cette date, il n'y avait plus aucune trace d'elle. Pas de certificat de décès, pas de témoignage fiable, rien. Mais je ne voulais pas abandonner. Armand avait passé sa vie à chercher sa mère. Je devais au moins essayer de terminer cette recherche, même si cela signifiait affronter la possibilité qu'elle soit morte, il y a plus de 80 ans. J'ai décidé de retourner à Belfort, la ville où Armand était né, où Marguerite avait vécu avant de disparaître. J'ai passé 1 semaine là-bas, fouillant dans les archives municipales, parlant aux historiens locaux, visitant les cimetières. Rien. Jusqu'à ce que je rencontre une vieille archiviste nommée Madame Berger, qui travaillait à la bibliothèque municipale depuis 50 ans. Quand je lui ai parlé de Marguerite Vaumorin, ses yeux se sont éclairés. « Ce nom me dit quelque chose », a-t-elle murmuré. Elle a disparu dans les réserves de la bibliothèque pendant presque 1 heure. Puis elle est revenue avec une boîte poussiéreuse remplie de vieux journaux locaux datant des années 1940. « Regardez ici », a-t-elle dit en pointant un article minuscule, presque invisible, daté d'août 1943. Le titre disait « Plusieurs ouvrières arrêtées pour activité de résistance ». J'ai lu l'article en retenant mon souffle. Il mentionnait brièvement l'arrestation de 5 femmes travaillant dans une usine textile à Belfort, accusées d'avoir aidé des prisonniers de guerre à s'échapper. Parmi les noms, il y avait celui de Marguerite Vaumorin. Mon cœur s'est arrêté. Armand ne l'avait jamais su. Sa mère n'avait pas abandonné. Elle avait été arrêtée. Elle était une résistante. J'ai continué à chercher, fébrile. Madame Berger m'a aidé à accéder à d'autres archives, des documents de la Gestapo qui avaient été conservés après la guerre. Nous avons trouvé une liste de transferts de prisonnières. Marguerite Vaumorin avait été transférée à la prison de Besançon en septembre 1943, puis plus rien. Aucune trace après cette date. Mais Madame Berger n'a pas abandonné. Elle m'a suggéré de contacter le mémorial de la Résistance à Lyon, qui conservait des registres plus détaillés. J'ai écrit une lettre expliquant ma recherche. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse qui a changé tout. Marguerite Vaumorin avait été déportée au camp de Ravensbrück en Allemagne en octobre 1943. Elle y était restée jusqu'à la libération du camp en avril 1945. Mais contrairement à ce que tout le monde avait cru pendant des décennies, elle avait survécu. Elle avait survécu. Le mémorial avait un registre indiquant qu'elle était revenue en France en juin 1945, gravement malade, affaiblie, traumatisée. Elle avait été hospitalisée à Lyon pendant plusieurs mois, et puis, elle avait disparu à nouveau. Mais cette fois, il y avait une piste. Un certificat de changement de nom, daté de 1946. Marguerite Vaumorin était devenue Marguerite Bellard. Pourquoi avait-elle changé de nom? Pourquoi n'était-elle jamais revenue chercher son fils? J'ai passé les semaines suivantes à chercher Marguerite Bellard. Et finalement, avec l'aide d'Antoine et de ses recherches en ligne, nous avons trouvé quelque chose d'extraordinaire. Marguerite Bellard avait vécu à Annecy de 1947 jusqu'à sa mort en 1998. Elle avait travaillé comme infirmière dans un hôpital local. Elle n'avait jamais eu d'autres enfants. Elle n'avait jamais parlé de son passé à personne. Mais le plus bouleversant, c'est ce que nous avons découvert dans les archives de l'hôpital où elle avait travaillé. Marguerite avait laissé une lettre à l'administration, à ouvrir seulement après sa mort. Dans cette lettre, elle expliquait qu'elle n'était jamais revenue chercher son fils Armand, parce qu'elle avait été informée, à son retour des camps, qu'il avait été adopté par une famille aisée et qu'il menait une vie heureuse.
On lui avait dit qu'il valait mieux ne pas perturber cette nouvelle vie, qu'il valait mieux le laisser oublier les horreurs de la guerre. Elle avait cru qu'il était heureux. Elle avait cru qu'elle ferait plus de mal que de bien en réapparaissant dans sa vie. Alors, elle avait changé de nom. Elle avait recommencé sa vie ailleurs et elle avait porté ce chagrin en silence jusqu'à sa mort. Mais ce n'était pas tout. La lettre contenait aussi une adresse à Besançon, et une note. Si un jour mon fils me cherche, dites-lui que je l'ai toujours aimé. Dites-lui que pas un seul jour ne s'est passé sans que je pense à lui. Dites-lui que je suis désolée. L'adresse était celle d'un avocat à Besançon qui avait conservé une boîte de souvenirs pour Marguerite. Des photos d'Armand enfant qu'elle avait réussi à obtenir avant de partir pour Annecy. Des lettres qu'elle lui avait écrites mais jamais envoyées. Des objets qu'elle avait gardés toute sa vie, espérant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il parviendrait à son fils. J'ai récupéré cette boîte, et quand je l'ai ouverte, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Il y avait des dizaines de lettres, toutes adressées à mon cher Armand. Dans ces lettres, Marguerite racontait sa vie, ses regrets, son amour inébranlable pour le fils qu'elle n'avait jamais pu retrouver. Elle parlait de la guerre, des camps, de la douleur de survivre quand tant d'autres étaient morts. Elle parlait de sa décision de ne pas le chercher, décision qu'elle avait regrettée chaque jour de sa vie. Et dans la dernière lettre, écrite quelques semaines avant sa mort, elle avait écrit « Armand, si tu lis ceci, sache que je t'ai aimé plus que la vie elle-même. Sache que je n'ai jamais voulu te laisser. Sache que chaque choix que j'ai fait, aussi douloureux soit-il, était fait avec l'espoir de te protéger. J'espère que tu as été heureux. J'espère que tu as trouvé l'amour, une famille, une raison de croire en la bonté du monde malgré toute l'horreur que nous avons vécue. Et j'espère qu'un jour, où que tu sois, tu pourras me pardonner. » Je suis retournée à Montferrand-le-Vieux avec cette boîte. J'ai placé la photo de Marguerite sur le bureau d'Armand, à côté de son carnet de recherche. J'ai lu toutes ces lettres à haute voix, comme si Armand pouvait m'entendre, comme si je pouvais enfin lui donner les réponses qu'il avait cherchées toute sa vie. Et puis, j'ai compris quelque chose de profond. Armand et Marguerite s'étaient cherchés toute leur vie, sans jamais se retrouver. Mais ils avaient tous les deux fait la même chose. Ils avaient transformé leur douleur en quelque chose de beau. Marguerite était devenue infirmière, consacrant sa vie à soigner les autres. Armand était devenu chercheur de personnes disparues, consacrant sa vie à reconnecter les familles. Tous les deux avaient choisi de donner aux autres ce qu'ils n'avaient jamais pu avoir eux-mêmes. J'ai organisé une cérémonie à Besançon, dans le petit cimetière où Armand était enterré. J'ai fait transférer les cendres de Marguerite depuis Annecy. Nous les avons enterrées ensemble, enfin réunies après plus de 70 ans de séparation. Antoine, Élise, leurs enfants et moi-même étions là. Nous avons lu les lettres de Marguerite. Nous avons parlé d'Armand, de son courage, de son travail silencieux, de l'héritage qu'il nous avait laissé. Et j'ai réalisé que cette histoire ne parlait pas seulement de secrets et de douleurs. Elle parlait de résilience, de la capacité humaine à transformer la souffrance en compassion, de l'importance de chercher la vérité, même quand elle fait mal, et surtout de l'amour qui persiste malgré le temps, malgré la distance, malgré toutes les erreurs et tous les regrets. Aujourd'hui, la maison de Montferrand-le-Vieux est devenue un centre de recherche familiale. Antoine, Élise et moi continuons le travail d'Armand. Nous avons aidé plus de 50 familles à retrouver leurs proches. Nous avons créé un site internet où les gens peuvent soumettre des cas de personnes disparues. Nous avons formé une petite équipe de bénévoles qui partagent notre mission. Et chaque fois que nous réussissons à reconnecter une famille, chaque fois que nous voyons des larmes de joie couler, chaque fois que nous entendons quelqu'un dire « Merci, vous m'avez rendu mon passé », je pense à Armand, je pense à Marguerite. Je pense à toutes les personnes qui passent leur vie à chercher sans jamais trouver. Et je me dis que peut-être, juste peut-être, l'important n'est pas toujours de trouver ce qu'on cherche. L'important, c'est de continuer à chercher, de continuer à croire, de continuer à aimer, malgré tout. Parce qu'au final, c'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui donne un sens à nos vies. C'est ce qui fait que même les secrets les plus douloureux peuvent devenir, avec le temps, des ponts vers la compréhension, vers le pardon, vers la paix. Mon nom est Solène Vaumorin.
J'ai 68 ans maintenant, et je passe mes journées dans une maison de pierre à Montferrand-le-Vieux, entourée de fantômes qui ne sont plus effrayants, mais qui sont devenus mes compagnons dans cette quête de vérité et de réconciliation. Armand m'a laissé bien plus qu'une maison. Il m'a laissé une mission, une raison de continuer, une façon de transformer notre douleur commune en quelque chose qui compte vraiment. Et chaque soir, quand je ferme la porte de cette maison et que je rentre à Besançon, je regarde le ciel et je murmure « Merci Armand, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu m'as appris, pour m'avoir montré que même dans le silence, l'amour peut parler. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place en découvrant ce couloir rempli de fantômes, ces centaines de visages inconnus qui vous fixaient depuis les murs d'une maison dont vous ignoriez l'existence? Auriez-vous eu le courage d'ouvrir cette porte au bout du corridor, sachant parfaitement que ce qui se trouvait derrière changerait à jamais votre vision de l'être aimé, détruirait peut-être les souvenirs que vous aviez construits ensemble pendant des décennies? Je pense souvent à toutes ces personnes qui, comme moi, ont découvert un jour que la personne qu'elles croyaient connaître par cœur portait en silence un monde entier de douleurs, de secrets enfouis, de blessures jamais cicatrisées, qui continuaient à saigner dans l'ombre de leur vie quotidienne. Peut-être que vous aussi, vous avez vécu ce moment précis où tout ce que vous pensiez savoir avec certitude s'est effondré en un instant, comme un château de cartes balayé par un souffle de vérité trop longtemps retenu. Aujourd'hui, je vous ai raconté l'histoire la plus difficile de ma vie, l'histoire la plus intime que j'ai jamais partagée avec qui que ce soit, non pas pour chercher de la pitié ou de la compassion, mais pour partager une vérité profonde que j'ai mis tellement de temps à comprendre et à accepter. Nos proches portent parfois des fardeaux invisibles dont nous ne saurons jamais rien, à moins de vraiment regarder au-delà du silence, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'ils nous montrent chaque jour. Armand m'a appris, bien après sa mort, que l'amour véritable n'est pas seulement ce que l'on dit avec des mots doux ou des promesses, mais aussi et surtout ce que l'on fait dans l'ombre, dans le silence le plus complet, pour des gens qu'on ne rencontrera jamais, pour des familles qu'on ne connaîtra pas, simplement parce qu'on croit profondément que cela compte, que cela a un sens, que cela peut réparer quelque chose de brisé dans ce monde. Je me demande sincèrement si vous auriez pris la même décision que moi. Continuer son œuvre malgré la douleur, honorer sa mémoire en terminant ce qu'il avait commencé, ou tout effacer définitivement, brûler ses dossiers, fermer cette maison pour toujours, pour protéger l'image parfaite de l'homme que vous aimiez et que vous vouliez continuer à aimer sans complication. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Je le sais maintenant après toutes ces années de réflexion, après toutes ces nuits passées à me demander si j'avais fait le bon choix. Mais j'aimerais tellement, vraiment tellement savoir ce que vous en pensez. Vous qui m'écoutez en ce moment précis, vous qui avez peut-être vécu des trahisons silencieuses semblables, des secrets de famille qui ont émergé des années trop tard, des vérités cachées qui ont tout bouleversé quand elles ont finalement fait surface. Dites-moi sincèrement dans les commentaires, avec vos propres mots, avec votre propre vécu, auriez-vous ouvert cette porte sachant ce qui vous attendait derrière? Auriez-vous continué à chercher la vérité, même quand tout en vous, toute votre peur, toute votre douleur vous poussait à abandonner, à faire demi-tour, à préserver l'illusion confortable que vous aviez construite? Et surtout, s'il vous plaît, racontez-moi d'où vous m'écoutez aujourd'hui, depuis quelle ville, quel pays, quel coin du monde, car savoir que mes mots voyagent jusqu'à vous, qu'ils résonnent dans votre cœur quelque part dans ce vaste monde, me rappelle exactement pourquoi je continue à raconter cette histoire douloureuse mais nécessaire. Si ce récit vous a vraiment touché au plus profond de votre âme, si quelque chose en vous a vibré intensément en m'écoutant partager mon histoire, si vous avez ressenti cette connexion étrange avec une femme que vous ne connaissez pas mais dont l'expérience résonne avec la vôtre, laissez une trace tangible de votre passage ici, quelques mots qui me feront savoir que je ne suis pas seul. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas par simple obligation ou par politesse, mais parce que vous croyez sincèrement que certaines histoires méritent absolument d'être entendues, que certaines vérités aussi douloureuses soient-elles méritent d'être partagées, que certaines expériences humaines doivent être transmises pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leur douleur. Nous sommes bien plus qu'un simple public dispersé.
Nous sommes une véritable communauté de personnes qui ont vécu pleinement, qui ont aimé profondément, qui ont perdu cruellement, et qui continuent malgré tout, malgré les blessures et les cicatrices, à chercher du sens dans ce chaos magnifique et terrible qu'est la vie humaine. Votre voix compte énormément pour moi, votre expérience unique a une valeur immense, et j'aimerais vraiment, du fond du cœur, vous lire attentivement dans les commentaires, découvrir vos histoires, comprendre vos choix, partager vos réflexions. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout l'histoire d'une femme ordinaire qui a découvert quelque chose d'extraordinaire. Que parfois, les plus grands secrets cachent les plus grands actes d'amour, et que la vérité, même quand elle fait mal, peut nous libérer d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée possible.